Bonsoir, bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre des Semaines de l'évolution professionnelle. Les Semaines de l'évolution professionnelle, c'est un événement qui est consacré aux entreprises, dédié aux entreprises, aux salariés du privé et aux indépendants, qui a démarré le 9 octobre et qui continue jusqu'au 20 octobre. Donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a d'autres webinaires, d'autres thématiques qui pourraient vous intéresser. Quelques petites règles de communication. Donc, je vois que vous avez déjà bien compris le concept du chat. Si vous avez des questions à poser pendant le webinaire, n'hésitez pas à le faire, mais en utilisant l'onglet questions. Le chat, c'est plus pour se saluer et échanger de manière moins formelle. Alors, les semaines de l'évolution professionnelle, elles sont organisées par l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Anti-ARH Corse et Axis Martinique, qui sont des opérateurs du conseil en évolution professionnelle, comme je vous le disais, qui se consacrent aux salariés du privé et aux indépendants. C'est un événement qui est organisé avec des partenaires régionaux et nationaux, qui est 100% digital et gratuit. Et vous avez une centaine de webinaires qui ont commencé depuis le 9 octobre. Donc, je m'appelle Amélie Culot, moi je suis manager du service CEP sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous vous êtes donc inscrit à un webinaire qui concerne la thématique du sens au travail. Comment donner, ou si vous avez le souhait de donner du sens à votre travail. Donc dans ce webinaire, on va aborder deux grands aspects. Déjà se questionner sur pourquoi donner du sens à son travail, c'est important aujourd'hui, et de quoi parle-t-on quand on parle de sens au travail. Et ensuite, on essaiera d'aborder ensemble des pistes concrètes, des aspects, des questionnements, de la manière dont on peut aborder le sens du travail pour pouvoir, d'aborder son travail pour lui donner du sens. Alors, on est parti déjà d'un constat qui est basé sur une étude qui a été faite par Workforce Institute. On vous mettra le lien dans le chat si vous voulez la consulter. Ce constat, c'est qu'elle a été réalisée, cette étude, auprès de 2200 employés qui sont cadres, employés ou professionnels des RH dans différents pays à l'international. Et ce qui est ressorti des déclarations des participants, c'est qu'il y a 46% des salariés qui aujourd'hui ne recommanderaient pas leur entreprise ni leur profession à leurs enfants. Il y a également 38% qui ne souhaiteraient pas leur travail, même à leur pire ennemi. Et 57% de ceux qui gagnent le plus, alors ceux qui gagnent le plus dans l'étude, c'était les salaires qui allaient de 100 à 200 000 $ par an. Ces personnes-là, elles déclarent qu'elles auraient aimé que quelqu'un les avertisse de ne pas prendre leur emploi actuel. Parmi ces personnes, il y a 28% des personnes qui expriment le sentiment d'être dans une carrière dans laquelle ils souhaitent évoluer et estiment que leur travail n'est pas une vocation. Et il y a 61% qui admettent qu'ils vont travailler uniquement pour le salaire et pour pouvoir rentrer le plus vite possible à la maison. Donc on a pris volontairement cette étude dont les chiffres sont assez révélateurs et surprenants, pour faire un constat aujourd'hui, qu'il peut y avoir de la désillusion concernant les carrières professionnelles, même pour les personnes qui ont exercé une carrière avec diligence et succès. Donc même des personnes dont on pourrait considérer que la situation sociale et professionnelle est bonne ne font pas forcément des déclarations positives sur leur emploi. Et il y a beaucoup de travailleurs aujourd'hui qui parlent de leur emploi avec des mots comme épuisé, stressé, pris au piège, toxique. Donc on constate aujourd'hui qu'il y a une montée des mentalités dites anti-travail. D'où l'intérêt de se poser la question du sens au travail. Donc, quand on parle de sens au travail, de quoi on parle ? Pourquoi en fait s'interroger sur le sens du travail ? Est-ce que ça a du sens de se questionner sur le sens au travail ? Le travail aujourd'hui, c'est à la fois un moyen d'assurer sa subsistance, mais pour la plupart des individus, c'est pas le seul intérêt qu'ils y trouvent, en tout cas qu'ils souhaitent y trouver. Le travail, c'est aussi une activité dans laquelle les personnes vont pouvoir se définir. C'est aussi un vecteur pour s'insérer dans le monde, dans la société.
C'est aussi un moyen pour certains d'actualiser leur potentiel, de créer de la valeur, et ça permet aux individus d'avoir un sentiment d'accomplissement et d'efficacité personnelle qui peut être plus important. Et il y a même des personnes, grâce à leur travail, qui déclarent que travailler, ça peut donner du sens à leur vie. Donc on voit bien que la question du sens, elle est étroitement liée à la condition humaine et à ce pourquoi l'individu se met en mouvement, se lève le matin, qu'est-ce que la personne elle a envie d'incarner, c'est quoi ses désirs, c'est quoi ses besoins d'accomplissement, et quelle contribution elle veut avoir dans le monde. Donc pour la plupart des personnes, trouver du sens au travail, c'est quelque chose qui devient important. Par contre, la question du sens au travail, c'est quelque chose qu'on peut théoriser, mais qui comporte un aspect très personnel. C'est-à-dire que derrière les tâches qu'on effectue dans son travail, on peut chacun individuellement y mettre un sens différent ou ne pas y trouver du sens quand celui d'à côté y trouve une finalité et un accomplissement personnel. Donc finalement, donner du sens à son travail, ça a plusieurs bénéfices. Déjà, se sentir utile. Et quand on se sent utile, on développe en général une plus grande confiance en soi et on se sent plus reconnu par ses pairs ou par un groupe de personnes bien identifiées. Et ça permet d'être dans un cercle plus vertueux qui va permettre de ressentir un bien-être ou un épanouissement peut-être plus fort. Et puis, en général, quand on arrive à donner du sens à son travail, on a plus d'énergie, plus de motivation, voire même du plaisir à faire ce qu'on a à faire dans son travail. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on a abordé cette thématique, parce qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, la question du sens, elle semble importante, et en tout cas, un certain nombre de personnes qu'on accompagne viennent nous voir en exprimant parfois une perte de sens. Et puis si on prend un peu de recul aujourd'hui sur les emplois qui existent et la manière dont l'emploi s'est développé dans notre société, on peut s'appuyer en fait sur une estimation de David Graeber qui estime que 20 à 30% des emplois dans les économies occidentales sont des bullshit jobs, c'est-à-dire des emplois qui ne produisent pas de valeur pour la société et qui pourraient être supprimés sans que ça ait un impact négatif considérable sur la qualité de vie des personnes. Alors, à nouveau, c'est pareil, on essaye de prendre des études ou des estimations qui sont un peu marquantes, voire parfois un peu caricaturales, parce que ça permet de se questionner, ça permet de prendre aussi de la hauteur sur la place du travail dans notre société. Après, c'est une estimation qui est controversée. Il n'existe pas de chiffres précis pour quantifier les emplois qui sont considérés comme des bullshit jobs. En tout cas, c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel on peut se questionner. Et du coup, si on regarde ces emplois qui ne produiraient pas de valeur et qu'on pourrait supprimer, ces emplois-là, ils sont nés de quoi ? De l'essor de l'économie des services, par exemple. On sait que le tertiaire s'est beaucoup développé ces dernières années et que dans certains secteurs tels que la finance, les technologies de l'information, le marketing, les ressources humaines, etc., il y a certains emplois qui pourraient être considérés comme des bullshit jobs car ils produisent pas directement de biens ou de services utiles à la société. Attention, je suis pas en train de dire que ces emplois-là sont inutiles. Je parle de la manière dont on considère ces emplois-là au regard du système à travers le regard de Graeber. Il y a aussi le système bureaucratique, qui questionne l'organisation du travail. Parfois, dans certaines institutions ou organisations, il y a une bureaucratie qui peut paraître excessive et qui va créer la création de nombreux emplois qui n'ont pas toujours une réelle valeur ajoutée, avec des niveaux d'hiérarchie et des processus décisionnels complexes qui, du coup, pourraient être réduits. Il y a aussi la culture du travail. Dans de nombreuses sociétés aujourd'hui, le travail est considéré comme une valeur à part entière et le chômage est stigmatisé. Ce qui fait que certaines personnes sont prêtes à accepter des emplois qui leur semblent inutiles simplement pour ne pas être stigmatisées et pouvoir appartenir à une catégorie sociale qui est plus valorisée dans la société.
Alors même que pour certaines, être au chômage, ça pourrait être gérable financièrement si on met de côté l'aspect je travaille pour gagner de l'argent, évidemment. Donc, ces fameux bullshit jobs, on considère que c'est un gaspillage des ressources humaines, voire financières, pour les entreprises, et que ça a un impact aussi sur les personnes qui travaillent, parce que ces personnes qui exercent ces emplois-là, si elles y trouvent pas de sens, elles vont se désengager, elles vont se sentir insatisfaites de leur travail, ce qui peut les affecter aussi au niveau psychologique. Donc, ça pointe en tout cas du doigt un processus. Après, il est important de noter que des tâches bureaucratiques peuvent avoir du sens et peuvent être valorisées dans une entreprise et être utiles. On est d'accord que tout dépend du contexte et de l'environnement dans lequel on travaille. Parfois, ça contribue au bon fonctionnement de l'entreprise. Comme je vous le disais tout à l'heure, on reçoit des salariés, voire même des indépendants, qui nous contactent dans le cadre du conseil en évolution professionnelle et qui expriment une perte de sens dans leur travail. Et vous avez certainement entendu ce genre de termes sur les réseaux sociaux ou dans des articles de presse où on parle de burn-out. Alors, il y a d'autres qualificatifs qui sont arrivés aujourd'hui. Il y a le bore-out, le burn-out. En tout cas, aujourd'hui, on vient caractériser la perte de sens au travail qui atteint la santé mentale. Alors, le burn-out, c'est quelque chose c'est une atteinte à la santé mentale par l'exercice professionnel qui a été défini depuis les années 70. Donc, le burn-out fait référence à un état de fatigue ou de frustration ou de frustration intense qui résulte en fait d'un dévouement dans son travail, parce que les personnes qui font des burn-out, c'est forcément des personnes qui sont impliquées et investies dans leur emploi, et dans un mode de vie, une relation au travail, de laquelle on ne tire pas les bénéfices escomptés. Alors très souvent, c'est multifactoriel, très souvent c'est lié à une charge de travail conséquente. Le burn-out, c'est un épuisement professionnel, mais qui est lié à l'ennui, le manque de défis, d'objectifs à atteindre. Donc, dans ce cas-là, on ne parle pas de surcharge de travail, on parle bien de personnes qui ne trouvent plus d'intérêt à leur travail, elles se désintéressent de leur emploi parce qu'elles ne voient plus d'intérêt à le réaliser, parce qu'on leur confie plus de missions ou de moins en moins, ou qu'elles n'ont plus d'objectifs à atteindre, les choses deviennent moins concrètes. Et le burn-out, donc là, on parle vraiment d'épuisement professionnel qui se traduit par une baisse de courant. On n'a plus d'énergie, plus d'engagement, et ça se traduit aussi physiquement par des douleurs, un malaise qu'on peut ressentir suite à l'exercice de son emploi, voire même une incompréhension complète de son rôle dans l'entreprise, un questionnement sur à quoi je sers. Donc, si on s'est mis à identifier des atteintes à la santé mentale par l'exercice d'une activité professionnelle et qu'on vient caractériser ça par une perte de sens, c'est que le sens au travail a aujourd'hui une place importante dans les questionnements, dans l'exercice d'une activité professionnelle. Je vais juste aller faire un petit tour dans le chat pour voir si vous avez des questions. Bon, je vois que vous partagez pas mal sur vos ressentis. Je regarde juste s'il y a des choses qui pourraient nous concerner. Oui, donc je vois que ça résonne, ce que je dis, ça résonne chez certains d'entre vous. Alors, pour créer un groupe, vous ne pourrez pas le faire dans le chat. Mais par contre, je vous invite à créer un groupe. Effectivement, le soutien social, c'est hyper important, notamment si vous avez connu des périodes comme ça d'épuisement et de souffrance liée au travail. Peu importe l'emploi que vous exercez aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à vous réunir.
Bon, ça, c'est des types de questionnements que les personnes expriment, hein, tout simplement quand elles arrivent devant un conseiller. Voilà, est-ce que je me sens pas très utile dans mon travail? Je fais des tâches, mais je sais pas vraiment pourquoi. Je comprends pas vraiment pourquoi on me demande de faire ça. Je me sens pas bien. Je me sens en souffrance. Et aussi des questions d'attention, de difficulté de concentration, quand ça se traduit de manière aussi une grande fatigue. Et puis après, bon, ça peut être du mal de dos, des troubles du sommeil. Enfin, ça se traduit par de nombreux symptômes. Donc, c'est aussi arriver à l'identifier assez tôt pour prendre soin de vous et mettre en place des actions en interne et en externe pour pouvoir faire face plus facilement à cette situation. Je poursuis. Alors, les facteurs du sens au travail et de manque de sens au travail. Bien simplement, les facteurs de sens au travail, c'est de pouvoir se sentir utile. Donc parfois, on peut avoir des périodes où on se sent inutile. Mais si c'est des choses qu'on ressent, c'est des choses aussi qu'on peut partager avec ses collègues, avec son employeur, de manière à pouvoir aussi remettre du sens. Hein. Comment je peux me sentir utile? Est-ce qu'il y a des tâches, des actions, des missions qu'on pourrait me confier qui ont du sens pour moi? La qualité du collectif et des relations aussi. Du coup, là, c'est important de ne pas rester seul dans l'exercice de votre activité. Donc, si vous êtes salarié, vous avez probablement une équipe de travail qui est plus ou moins grande. Si vous êtes indépendant, il ne faut pas hésiter à adhérer à des réseaux, des groupes de créateurs d'entreprises ou d'entrepreneurs, de manière à ne pas être isolé dans votre activité, ou des groupes externes avec d'autres personnes qui travaillent dans d'autres structures. Ça peut être aussi intéressant de créer des relations aussi bien externes qu'internes à votre structure. Et les facteurs destructeurs de sens au travail, plus on est dans une structure qui favorise l'individualisme, où le collectif n'est pas présent, plus on est contrôlé, on manque d'autonomie dans les tâches qui nous sont confiées, moins on va avoir de sens dans son travail, hein, c'est des choses qui sont plutôt bien identifiées. Et puis le manque d'utilité perçue. On parle bien d'utilité perçue, parce que comme je le disais tout à l'heure, d'un individu à l'autre, eh bien, on peut trouver ce qu'on fait utile ou pas utile. Ça, c'est aussi assez personnel, le rapport qu'on a avec ses tâches et ses missions. Donc, je reviens faire un petit tour dans le chat. Bon, je vois que vous vous organisez. Super. Ça va être compliqué de récupérer toutes les adresses mail, mais bon. Je trouve que c'est une super initiative que vous puissiez vous réunir comme ça. Bon, je continue. Alors, l'idée maintenant qu'on a pu parler du sens du travail et de l'impact de la perte de sens dans son travail, eh bien, c'est d'aller réfléchir aussi à des pistes concrètes, pratiques, pour essayer de redonner du sens. Donc, une première piste pratique, déjà, c'est de prendre du recul sur sa propre contribution. Hein. Donc, c'est être capable de se questionner sur l'importance de ces tâches dans l'organisation globale. C'est-à-dire, c'est quoi mon rôle, à quoi je contribue. Et même si j'ai des tâches parfois qui me semblent répétitives, savoir re-questionner ces tâches pour y remettre du sens derrière. C'est-à-dire, quelle est la finalité, à quoi je contribue. Cette tâche-là, peut-être qu'elle manque d'intérêt pour moi, mais est-ce qu'elle a un rôle dans l'organisation globale? Parce que des fois, quand on a la tête dans le guidon et qu'on est tout le temps dans l'immédiateté, finalement, on repositionne plus ce qu'on fait dans une vision globale. Donc déjà, prendre un peu de hauteur, c'est intéressant. Parfois, on arrive à le faire seul. Parfois, ça nécessite d'être accompagné, hein, de rencontrer un professionnel et pouvoir aussi questionner sa situation de travail et son rôle dans l'entreprise. Ensuite, on disait qu'un des facteurs de perte de sens au travail, c'est l'individualisme et l'absence de collectif. Donc,
Pour agir face à ça, il faut essayer de créer du lien ou de recréer du lien. Donc ne pas hésiter, par exemple, si vous faites partie d'une organisation où il y a plein de métiers différents, ne pas hésiter à aller découvrir le métier de vos collègues, de leur poser des questions sur ce qu'ils font, s'intéresser à votre environnement. Ne pas hésiter aussi à échanger avec vos collègues sur qu'est-ce qui fait sens pour eux dans leur mission. Parce que parfois, quand on se questionne sur le sens de son travail, en discuter avec ses pairs, ça peut permettre aussi parfois de prendre un peu de hauteur et de pouvoir réfléchir aussi enfin, en discuter avec eux, ça peut permettre parfois de remettre un peu de sens. Ou alors d'échanger avec des collègues qui, eux aussi, sont en perte de sens, mais au moins on crée du lien social et du soutien social. Et leur demander pourquoi pas aussi le sentiment d'utilité qu'ils ont à travailler dans cette entreprise. Là, on est vraiment sur une vision aussi globale, c'est-à-dire au-delà du métier que j'exerce, c'est quelle est ma contribution dans la structure. Et en externe, ne pas hésiter, notamment sur LinkedIn, je voyais dans le chat que vous abordiez LinkedIn, à adhérer à des groupes. Donc des groupes soit de personnes qui exercent la même profession que vous, mais dans des structures différentes. Ça peut permettre de partager des idées et de prendre du recul, ou à des groupes de professionnels qui s'intéressent à des thématiques communes aux vôtres, en rapport avec votre profession. Et puis créer du lien, c'est pas si facile que ça, notamment si on est dans une phase où on n'est pas bien parce qu'on se sent pas bien dans son travail. Mais si on s'appuie sur des principes de psychologie positive, eh bien, il se trouve que le bonheur est contagieux et que les effets bénéfiques sur la santé et la productivité, les relations dans le travail, elles sont plutôt démontrées. L'idée, c'est d'oser, en fait, de ne pas avoir peur de se sentir bête. Et dans la psychologie positive, on a 4 petits conseils qui sont abordés. C'est d'abord pratiquer la gratitude et la reconnaissance. Parce que peut-être parfois, on peut manquer de reconnaissance de sa hiérarchie, par exemple. Mais rien n'empêche entre collègues de se montrer de la gratitude et de la reconnaissance. Et c'est des choses parfois qu'on oublie de faire, d'aller dire à quelqu'un que sa contribution a été utile, que ce qu'on a fait aujourd'hui, ça nous a paru intéressant, que ce qui nous a apporté, ou si on a construit quelque chose avec quelqu'un aujourd'hui, même sur une tâche simple, que c'était de faire un feedback positif. C'est positif pour soi, et puis positif pour l'autre, et puis ça crée une ambiance de travail en général qui est plutôt agréable. Ça a des impacts aussi sur le stress, ça permet de réduire le stress. Ça va avec le fait de faire des compliments, d'être capable de faire des feedbacks. Aujourd'hui, dans le monde du travail, suivant les structures dans lesquelles on officie, c'est plus ou moins habituel, c'est-à-dire qu'il y a des organisations où on peut se faire des compliments, se faire des feedbacks positifs assez naturellement, et puis d'autres où ça paraît, dans des milieux où on favorise l'individualisme ou la compétition, ça peut paraître plus incongru, mais pourquoi pas le tester, ça peut pas faire de mal. S'entraider sur même des petites choses, même si vous avez un collègue qui a une profession complètement différente de la vôtre et qui semble être en difficulté, peut-être que vous pourrez l'aider, ne serait-ce que partiellement. Donc proposer, voir si on peut être utile, même sur un petit bout, aider à faire une tâche, quelque chose qui pourrait le soulager. Parfois, on n'a pas besoin d'avoir une compétence particulière pour pouvoir venir en soutien à un collègue. Des fois, on se dit, mais je vais pas pouvoir l'aider, moi, je travaille pas dans son secteur d'activité. Mais si, en fait, il y a plein de choses sur lesquelles on peut avoir des compétences transversales. Et puis aussi aller plus dans des contacts spontanés, ne pas hésiter à prendre nouvelles des collègues du service d'à côté, des gens avec qui on a moins l'habitude de travailler. Se rappeler que toutes les fonctions dans l'entreprise, elles sont utiles et qu'on contribue à quelque chose qui peut avoir aussi un sens commun. Après moi, je vous laisse prendre ce que vous avez envie de prendre dans tout ça, mais si vous avez envie de l'expérimenter, n'hésitez pas à vous faire une petite liste de choses que vous auriez envie de tester au bureau, enfin au boulot, pas forcément au bureau.
Ensuite, on a vu que tout à l'heure, quand on est en perte de sens au travail, eh bien, souvent, on se désengage de son travail. Puis quand on se désengage, on est moins satisfait aussi par son travail. Ça, c'est des choses aussi qui peuvent être parfois partagées. C'est-à-dire, je sens que je me désengage, eh bien, quelles seraient les conditions pour que je me réengage? Est-ce qu'il y a des choses qui m'intéressent et qui pourraient être source de satisfaction? Est-ce qu'il y a des actions, des projets que je pourrais mener, que je pourrais explorer dans mon poste? Ça, on peut déjà se poser la question pour soi et puis ensuite après la partager si ça vous paraît possible et abordable avec son manager. Ensuite, de manière plus globale, suivant le type de structure auquel vous appartenez, évidemment, c'est de pouvoir trouver un moyen de contribuer aussi à tout ce qui est RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, parce que ça, c'est des choses auxquelles on peut contribuer, on peut faire des actions pour développer l'engagement social, sociétal et environnemental de l'entreprise. Donc, si c'est des thématiques qui vous tiennent à cœur, pourquoi ne pas aussi contribuer? Ça n'aura pas forcément de rapport direct avec votre emploi, mais ça peut vous permettre de vous engager et de faire des tâches annexes qui pourraient avoir aussi du sens pour vous. Après, c'est aussi intéressant de se questionner sur vos compétences. Est-ce que vous avez envie d'en acquérir ou en développer des nouvelles? Quelles compétences déjà vous possédez et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer? Quelles sont celles que vous pouvez aussi partager, valoriser, de manière à pouvoir cheminer professionnellement? C'est quelque chose qu'on ne fait pas toujours. Finalement, on prend des habitudes de travail, on fait plein de choses, mais on les conscientise plus. On se rend plus compte en fait de tout ce qu'on sait faire. Et du coup, si on conscientise de ce qu'on sait faire, on saura mieux le valoriser et on saura aussi peut-être le partager. Et puis on sera peut-être plus au clair avec ce qu'on a envie de développer, puisqu'on aura identifié peut-être des champs, des sphères de compétences dans lesquelles on est moins à l'aise. Et ça permet aussi d'être source de motivation, parce qu'il y a des personnes pour qui le sens au travail passe aussi par le fait d'apprendre des nouvelles choses et de développer des nouvelles compétences. Ça, c'est très individuel, hein, c'est pas facteur de motivation pour tout le monde. Je refais juste un petit tour dans le chat. Alors, zut, bon, vous avez tellement de choses à dire que j'arrive plus à suivre. Ah oui, Teva, je réagis à ce que vous dites, Teva. Bah oui, surtout si vous êtes au début de votre parcours professionnel, c'est l'occasion de définir qu'est-ce qui est vraiment important pour vous et d'essayer de trouver une structure, une entreprise, un emploi qui se rapproche le plus de ce qui est important pour vous. C'est le meilleur moyen de conserver du sens dans son travail, hein. C'est d'arriver à être aligné. Après, il y a des périodes de vie, il y a des changements à l'intérieur des structures qui font que même si on avait trouvé une structure qui nous convenait, elle peut ne pas nous convenir sur toute la durée de sa vie professionnelle. Ça, c'est évident, mais après, on peut mettre en place des transformations aussi. J'ai posé une question dans les questions. Oui, c'est vrai, je vais aller voir. Hop. Alors, j'ai quitté mon poste de cadre en CDI l'année dernière par perte de sens, et malgré un CEP auprès de la PEC et un bilan de compétences, je ne trouve toujours pas de travail porteur de sens. Avez-vous des pistes pour des personnes en recherche d'emploi? Que répondre à ce que vous dites? Si vous vous êtes déjà fait accompagner, que vous avez déjà identifié... Après, moi, je ne sais pas ce que vous avez travaillé quand vous avez été accompagné par le CEP et dans le cadre du bilan de compétences. La quête du sens, ça prend du temps aussi, hein. Donc peut-être que ça nécessite... Est-ce que vous avez déjà mis en place des périodes d'immersion? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller faire des périodes comme des stages, hein, dans des structures, dans des emplois, pour vous confronter et voir si ces environnements de travail-là, ils ont du sens pour vous? Parce que des fois, c'est très théorique, et puis il faut aller sur le terrain, hein, pour construire sa propre représentation du sens et construire concrètement qu'est-ce que ça veut dire pour moi.
Parce qu'on peut très bien se dire, moi, un travail qui a du sens, c'est un emploi dans lequel, je sais pas, je suis dans une structure qui est respectueuse de l'environnement, mais ça se traduit comment, concrètement? Et parfois, il faut le préciser et puis il faut le confronter. Donc ça, je sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire. Si vous êtes sans emploi actuellement, peut-être que vous pouvez aussi passer du temps à aller dans des entreprises qui semblent être intéressantes pour vous, ne serait-ce que pour voir si ça correspond à vos souhaits, à vos besoins. Ça permet de se mettre en mouvement. Après, j'ai pas de réponse magique à vous proposer, hein. Florence. Oui, dans les facteurs destructeurs, les valeurs qui ne sont plus respectées. Oui, bien sûr. S'il y a une dissonance entre vos valeurs personnelles ou professionnelles et que la structure dans laquelle vous êtes ne correspond plus à ces valeurs, effectivement, ça peut aussi avoir un impact sur le sens que vous mettez dans votre travail. Tout à fait. En fait, c'est multifactoriel, hein, la question du sens au travail. Donc oui, bien sûr. Ah mais voilà, je vois que dans le chat. Alors, on peut faire des immersions même quand on n'est pas au chômage. Tiens, j'en profite pour vous donner cette information, puisque nous, on accompagne les personnes qui sont salariées et les indépendants. Donc, les périodes d'immersion, ça s'appelle des PMSMP. Alors qu'est-ce que ça veut dire déjà? Période de mise en situation en milieu professionnel. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi bien si vous êtes sans emploi et inscrit à Pôle emploi, mais si vous êtes salarié ou indépendant, vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, alors à l'APEC ou dans un autre réseau qui s'adresse aux salariés et aux indépendants. Il faut aller sur le site du CEP pour trouver le conseiller le plus proche de chez vous. Voilà, sur notre site internet. Et puis, il y a le site effectivement que vous êtes en train de partager qui s'appelle Immersion Facile. Alors, Immersion Facile, ça permet de trouver des entreprises d'accueil pour faire votre immersion. Par contre, pour pouvoir faire votre immersion, il faut signer une convention entre l'entreprise, vous et une structure d'accompagnement. Donc les gens qui sont accompagnés par Pôle emploi, c'est avec Pôle emploi qu'on va faire cette convention. Mais si vous êtes salarié ou indépendant, ça va être avec un autre organisme CEP que vous pourrez faire la convention. Avec Immersion Facile, il y a des entreprises en fait qui se déclarent accueillantes. Donc ce sont des entreprises qui sont d'accord pour prendre des stagiaires. Donc ça peut peut-être favoriser aussi vos démarches. Alors quand on est salarié et qu'on veut faire une PMSMP, oui, il faut se libérer. C'est assez rare. Vous pouvez toujours demander à votre employeur s'il est d'accord que vous fassiez ça sur votre temps de travail. J'ai jamais trop eu le cas de personnes. Si, une fois, on a quelqu'un, c'était un cadre bien particulier, mais c'était quelqu'un qui avait des difficultés de santé et qui devait se reconvertir. Et son employeur lui a permis d'aller faire un stage dans une autre entreprise pour voir le métier qui correspondait mieux à sa santé. Et il lui a permis de le faire sur son temps de travail. Mais la plupart des personnes qu'on accompagne et qui sont salariées, effectivement, elles posent des congés pour pouvoir aller faire une immersion. Alors, par exemple, des fois, je sais pas, ou alors si elles ont des RTT, si par exemple tous les lundis ou les vendredis, elles travaillent pas, elles peuvent très bien aller faire leur immersion sur les jours où elles travaillent pas. Hein, donc voilà. Si votre entreprise elle accepte que vous fassiez votre PMSMP sur votre temps de travail, là c'est rémunéré, c'est considéré comme un temps de travail effectif, oui. C'est assez rare, mais après, si vous avez un employeur qui est ouvert et que vous souhaitez mieux en parler, pourquoi pas, hein. Hop. Alors, je regarde juste. Et donc, dans les questions. Ah voilà, donc ça, Loubna, je pense que j'ai répondu à votre question, sinon vous n'hésitez pas. Florence qui réagit. Ah oui, oui, évidemment, après tout dépend le secteur d'activité auquel on appartient. Des fois, les valeurs qui sont importantes pour nous, peu importe la structure dans laquelle on va travailler, si on reste dans le secteur d'activité, peut-être que certaines de nos valeurs seront très difficiles à être respectées. Donc après, ça c'est une grosse remise en question parfois, hein. Il y a aussi des personnes qui changent carrément de secteur d'activité, hein, lorsqu'elles sentent une dissonance forte
parce qu'elles savent que peu importe l'entreprise dans laquelle elles vont travailler, avec l'emploi qu'elles occupent, eh bien, les valeurs qui sont importantes pour elles ne pourront pas être respectées. Donc là, c'est encore une autre remise en question. Alors, concrètement, oui, moi je vois que mon collègue a répondu. Si vous voulez faire une immersion, vous allez sur le site mon-cep.org, vous allez rentrer votre situation, est-ce que vous êtes salarié, cadre, demandeur d'emploi, en situation de handicap, etc. En fonction de votre localisation géographique, on vous indiquera un conseiller en évolution professionnelle avec qui prendre rendez-vous. C'est gratuit le conseil en évolution professionnelle. Je vous expliquerai plus en détail en quoi ça consiste. Et avec votre conseiller, vous pourrez évoquer le fait de faire une immersion. Il pourra vous aider, vous outiller aussi pour rechercher, et puis mettre en place cette fameuse convention qui permet de vous protéger. Parce que quand on va aller se promener dans une entreprise, il faut mieux mettre en place des conditions de protection au cas où vous vous blessez. Et puis un employeur, il n'est pas censé avoir des personnes extérieures à son entreprise qui se promènent dans ses locaux. Donc c'est important de cadrer tout ça à travers une convention. Comment faire quand on a l'impression d'avoir tout fait pour faire bouger les lignes et que finalement rien ne bouge? Comment inviter notre entreprise à accepter une rupture conventionnelle? Alors là, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question immédiatement. Par contre, Marion, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller. Nos conseillers, ils travaillent souvent cette question-là avec les personnes qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'on peut vous aider à préparer votre argumentaire et votre négociation pour aller demander une rupture conventionnelle. Après, on ne garantit jamais le résultat. Une rupture conventionnelle, elle doit être en accord avec les deux parties. Il faut que le salarié et l'employeur soient d'accord pour la signer. Par contre, on peut essayer de vous aider à avoir des arguments et des points, on va dire, forts à présenter à votre employeur dans le cadre de cette négociation. Et puis peut-être qu'il existera d'autres dispositifs qui vous permettront de quitter votre emploi dans de bonnes conditions, entre guillemets. Donc les conseillers en évolution professionnelle, ils peuvent aussi vous renseigner sur vos droits et voir s'il n'y a pas des alternatives possibles. Donc je pense que c'est important que vous puissiez prendre rendez-vous, parce que là c'est trop important dans votre vie et trop personnel pour que je puisse répondre à cette question-là dans l'immédiat. Hop. Alors, j'ai quitté mon poste. Ah oui, ça je l'ai déjà lu tout à l'heure. Oui, bon là je pense que j'ai balayé vos questions. Je vérifie. Ah, alors, lorsqu'on est fonctionnaire, alors là c'est un peu différent parce que les dispositifs que j'ai évoqués tout à l'heure, ce sont des dispositifs qui sont dédiés du coup aux salariés, aux indépendants, ainsi qu'aux demandeurs d'emploi. La difficulté quand on est fonctionnaire, c'est qu'il existe bien un service de conseil en évolution professionnelle pour les fonctionnaires, quelle que soit Excusez-moi, j'ai un trou. Enfin, que vous soyez dans la fonction publique territoriale, hospitalière ou eh ben ça ne vient pas, mais vous avez compris, je pense que je voulais dire. En fait, pour les fonctionnaires, le service de conseil en évolution professionnelle, il est porté par l'administration publique. Alors, ça peut être par le service RH, ça peut être par le centre de gestion si c'est la collectivité territoriale, ça peut être la NFH aussi pour l'hospitalière. Donc, du coup, il faudrait vous renseigner en interne pour savoir qui propose ce type de service. Parce que là, du coup, je ne sais pas dans quelle fonction publique vous êtes. Si vous me le dites, je pourrais vous donner peut-être une référence. Ah, vous êtes enseignante. Ok. C'est le rectorat. Hein. Ouais. Après, je suis bien incapable de dire ce qu'ils peuvent vous proposer. J'ai des doutes sur le fait que vous puissiez faire des immersions mises en place par la fonction publique. Hein. Après, une piste, c'est si jamais vous exercez à temps partiel, ça pourrait être vous inscrire à Pôle emploi et pouvoir mettre l'immersion en place avec Pôle emploi, éventuellement.
Oui, je sais, Caroline. Je sais bien que dans la fonction, en fait, comme le droit, en fait, le service de conseil en évolution professionnelle, c'est quelque chose qui a été créé avec les réformes sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Et dans le secteur privé, eh bien, il y a des opérateurs qui ont été nommés pour pouvoir s'occuper de délivrer ce service. Dans le droit public, ça a été mis en œuvre différemment. Et effectivement, toutes les administrations et toutes les structures ne s'en saisissent pas du tout de la même façon. Donc je suis bien consciente que parfois, pour vous, ça peut être une absence de réponse à vos questionnements. Mais malheureusement, là-dessus, j'ai pas la main parce que nous, on est mandatés que pour les salariés et les indépendants. Et les salariés du public, on ne peut pas les accompagner. On a le droit d'accueillir que les salariés du privé. Donc là, c'est bien au-delà de mes responsabilités. Oui, oui, vous pouvez toujours essayer de vous inscrire à Pôle emploi. Après, c'est parfois compliqué de s'inscrire à Pôle emploi quand on est en emploi, hein. Normalement, on s'inscrit en Pôle emploi quand on est sans emploi. Donc, quand on est en activité partielle, c'est plus facile, on peut s'inscrire. Si on est à temps plein, bon, il existe des catégories à Pôle emploi, hein, pour les personnes qui sont en emploi, mais ça reste assez difficile quand même de s'inscrire quand on est en emploi. Mais vous pouvez toujours essayer, hein. C'est pas exclu, ça dépend. C'est assez aléatoire. Hop. Je regarde. Je regarde vos réactions dans le chat, mais comme vous êtes très actifs, je regarde juste si je peux me rendre utile. Non, j'arrive pas à vous suivre. Bon, je vais laisser mon collègue basculer les questions dans questions et je vais poursuivre la présentation. Alors, dans la piste 6, hein, pour essayer de retrouver du sens au travail, il y a ce qu'on appelle le slow working. En fait, l'idée du slow working, c'est pas travailler plus lentement ou moins efficacement, hein, mais c'est travailler mieux. C'est arriver à ne pas s'éparpiller et peut-être avoir un recul sur les tâches qu'on a à réaliser. Donc, c'est d'arriver à trouver les tâches qui sont vraiment importantes à réaliser et celles qui font sens. En France, on a quand même une mentalité où on se sent obligé un petit peu de s'agiter dans tous les sens pour montrer à tout le monde qu'on travaille beaucoup et qu'on travaille dur. Vous avez peut-être des fois eu droit à des remarques quand vous partez à 17h où on vous dit « Ah ben tu t'arrêtes en plein milieu de l'après-midi ». Enfin, on sait qu'il existe des réflexions pas toujours bienveillantes qui font comprendre qu'on a un avis sur le travail qu'on réalise. Et du coup, ça produit souvent des effets un peu pervers parce que du coup, les gens, ils se mettent à travailler beaucoup, mais pas forcément efficacement. Et à la fin de la journée, on se rend compte qu'on n'a pas forcément avancé sur ces dossiers. Par contre, on se sent bien stressé et puis on a l'impression qu'on n'a jamais arrêté. Souvent, si on continue à ce rythme-là, on risque de s'épuiser, hein, tout simplement. Donc l'idée, c'est de faire le tri entre les tâches qui sont indispensables et celles qui vous polluent l'esprit et qui peuvent bien attendre. Le but, c'est de se concentrer sur les projets qui sont importants pour la structure, mais aussi qui sont importants pour vous, en essayant de croiser les intérêts communs. Faire du slow working, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne plus travailler dans l'immédiateté. Hein, travailler dans l'immédiateté, c'est quoi? C'est répondre aux mails qu'on reçoit immédiatement dans la minute. C'est être tout le temps en mode pompier, répondre aux appels et aux hyper sollicitations et être tout le temps uniquement dans l'instant présent. Ça, c'est bien d'être capable de le faire, mais si on fait sa journée tout le temps comme ça, souvent on a un sentiment d'inefficacité parce qu'en fait on n'a pas géré aussi les tâches qu'on devait faire dans notre journée. Donc là, on parle de non-organisation qui consiste à traiter les problèmes les uns après les autres au moment où ils arrivent. C'est ce que j'évoquais, hein, les mails auxquels on répond tout de suite, les imprévus qui se rajoutent au programme, les discussions improvisées, la réunion en visio qui dure plus longtemps, etc., etc. Donc dans le slow working, il y a 5 façons en fait d'essayer de travailler plus efficacement et de se sauvegarder
personnellement, c'est faire un état des lieux de son rythme professionnel avec objectivité. D'où vient le sentiment d'urgence que je ressens? Est-ce que c'est dû à l'absence d'un collègue que je dois remplacer? Est-ce que c'est dû à des injonctions contradictoires de ma hiérarchie? C'est d'arriver un peu à prendre de la hauteur sur qu'est-ce que je suis en train de faire là quand je m'agite dans tous les sens et que je réponds à tout de suite. Et est-ce que c'est pas possible de faire autrement? Et est-ce que je peux pas agir sur certains de mes comportements? Le slow working, c'est aussi se réapproprier son temps, ou au moins une partie de son temps. Parce que quand on se sent débordé, qu'on est constamment sous tension, on a tendance à tout mettre au même plan. Tout devient important. Et du coup, si tout est important, ça devient insurmontable. Du coup, on a une to-do list, ok, on se fait une liste de choses à faire, mais si dans notre to-do list, tout nous semble important et urgent, c'est le meilleur moyen aussi d'être efficace. En général, on dit que 20% des actions qu'on réalise impactent 80% des résultats. Donc, c'est quels vont être mes 20% aujourd'hui? Et pour ça, eh bien, parfois, il est important de se bloquer des créneaux. En fait, des créneaux pour prioriser. Des créneaux pour pas se faire absorber par le tourbillon. C'est aussi demander un ordre du jour, demander est-ce qu'on précise ce qui est le plus important. Si vous êtes dans une fonction où vous n'avez pas complètement la main pour décider ce qui est le plus important, à un moment donné, c'est aussi aller voir son manager en disant, voilà, il y a beaucoup de choses à faire, c'est quoi le plus important? C'est quoi les priorités? C'est important aussi de pouvoir le partager. Et parfois, avec certains managers, ça va permettre vraiment de rebalayer aussi les missions et de restructurer votre travail. Ça peut être aussi quand il y a beaucoup de réunions, essayer de suggérer des alternatives et puis prioriser, vraiment essayer de prioriser. C'est aussi questionner qu'est-ce que ça veut dire être performant au travail? Parce que parfois, on peut... Alors, bien sûr, la pression, elle peut être extérieure. Hein. J'entends que dans certains milieux professionnels, les managers, les décisions prises par les organisations, le contexte ou même le public avec lequel on travaille peut être source de pression à la performance. Mais on ne peut pas toujours agir sur ça. Par contre, on peut se questionner soi sur c'est quoi pour moi être performant dans mon travail? C'est quoi les critères qui me permettent de me dire que j'ai été performant? Est-ce que répondre rapidement à un mail, ça veut dire que je suis performant? Être réactif, c'est être performant? Est-ce que si toute ma to-do list est barrée, ça veut dire que je suis performant? Auquel cas, si j'ai pas tout barré, je ne le suis pas. C'est vraiment aussi aller questionner ça. Hein, parce que parfois, on peut vraiment se mettre la pression. Et la question, c'est comment je baisse cette pression au moins juste d'un cran. Une autre chose qui est intéressante dans le slow working, c'est le multitâche. C'est d'essayer le plus possible de ne pas faire plusieurs tâches en même temps. Hein, parce qu'on est vraiment aujourd'hui dans un monde du travail où on a souvent tellement de choses à faire qu'on veut les faire en même temps. Mais à un moment donné, cognitivement, on est juste des êtres humains. Et il y a des études neuropsychologiques qui montrent bien que même si on a le sentiment d'être plus efficace quand on fait plusieurs trucs en même temps, en fait, c'est pas le cas. Hein, donc, se forcer à faire les tâches une par une, même si on aurait l'impression que c'est mieux de les faire tout en même temps, ça permet quand même d'être plus efficace et aussi d'être plus serein. Hein, parce que dès qu'on fait plusieurs choses en même temps, cognitivement, on s'épuise plus vite. Donc c'est aussi se mettre des jalons pour soi, pour prendre soin de soi. Et donc se ménager aussi du temps pour penser. Parce que des fois, on a tellement la tête dans le guidon et on est tellement dans l'action que on réfléchit plus. En plus, on est dans une société hyper connectée, avec un flux d'informations qui est hyper conséquent. Alors ça a des intérêts, évidemment, l'accès à l'information, à la connaissance. Et puis, on a aussi des milieux de travail où il y a du bruit, des distractions. Donc, c'est pas forcément des temps longs, mais c'est s'accorder des temps pour penser. Penser son travail. Donc après, avoir, suivant votre fonction, votre emploi, quand est-ce que ça se glisse dans l'emploi du temps et combien de temps ça peut être. Et quelle forme ça peut prendre.
Hop. Vive le slow working. Après, c'est parfois des choses qui vous paraissent très théoriques ou peut-être un peu évidents, voire même irréalisables. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'en piocher un ou deux et de les éprouver. Au début, ça va vous demander un effort. Parce que c'est pas quelque chose d'habituel, ou c'est quelque chose que vous avez eu fait, puis vous vous êtes laissé emporter par le tourbillon de l'activité. Ben, il faut le remettre, il faut le réintégrer. C'est des choses que vous vous êtes jamais autorisées. Et même parfois, peut-être, vous pensez que c'est pas autorisé. Vous vous dites, mais est-ce que vraiment je peux faire ça? Ben, de là, si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à le partager. Ça se trouve, vous avez des collègues qui le font, vous savez pas. Ça se trouve, en discutant avec votre manager va vous dire, bah oui, oui, bloque-toi un créneau là pour faire ça, ça, ça. Peut-être que vous avez besoin que ça soit validé aussi. Hein. Je ne sais pas moi quel est le processus décisionnel de votre organisation. Et puis peut-être des fois, c'est juste entre soi et soi. Et des fois, il faut s'autoriser à faire des choses différemment. Mais changer son fonctionnement, eh bien, c'est pas toujours facile. Ça demande de prendre des nouvelles habitudes aussi. Hop. Alors, je vois qu'il y a des questions. Je vais aller faire un tour dans l'onglet questions. Ah bah la question du flux des mails. Oui, oui, bah justement, la question du flux des mails, c'est un vrai souci dans beaucoup d'activités professionnelles. Et c'est la question de quel mail je traite en priorité, quels vont être mes critères pour décider que ce mail-là, il peut attendre et que celui-ci, il est urgent. Et parfois, ça peut, dans certaines organisations, c'est des vrais sujets managériaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va me permettre, moi, par rapport à mes missions, mon rôle dans la structure et mon emploi, de définir quels sont les mails que je traite ou non en priorité. Il y a vraiment des sujets avec les managers et pour certaines personnes que j'ai accompagnées ou que les conseillers accompagnent, c'est même des fois défini avec le manager en direct. Hein. Ça va être, tu traites en priorité les mails qui émanent de tel service ou de telle personne. Ça peut être aussi, il y en a certains qui se font dans leur boîte mail un dossier non urgent, quoi. Et ben finalement, ce dossier non urgent, moi j'ai déjà discuté avec des personnes qui se faisaient ce dossier-là dans leur boîte mail. Ils classaient aussi pour ne plus les voir parce que ça crée une charge mentale. Ils classaient les emails qui semblaient moins urgents dans un dossier spécifique. Eh bien, ils ont fait ça pendant plusieurs mois. Ils se sont rendus compte que les mails qui étaient dans ce dossier non urgent, eh bien, pour la grande majorité, les personnes à qui ils n'avaient pas répondu avaient trouvé une réponse par eux-mêmes. Et le fait parfois de vouloir tout le temps traiter ces mails de manière très active, ça crée aussi un manque d'autonomie chez ceux qui nous les adressent. Et du coup, ils ont tellement l'habitude qu'on solutionne leurs problèmes qu'ils cherchent même plus la solution tout seuls. Alors, c'est peut-être pas du tout votre situation, hein, parce que je sais pas du tout quel est votre univers de travail, mais c'est juste pour donner des exemples. Et évidemment qu'il n'y a pas de solution miracle face aux boîtes mail qui sont extrêmement remplies. Par contre, ça peut être intéressant de mettre en place des techniques de priorisation, déjà soi, et aussi pourquoi pas les partager en interne au sein de son équipe ou avec son manager. Si vous êtes... Oui, ben vous avez déjà la réponse. Je regarde dans les questions s'il y a des questions que je peux répondre. Mais non, je pense que c'est pas le cas. Alors, Delphine, c'est quoi votre question ? Ah bah, les techniques de priorisation, elles dépendent aussi vachement de votre organisation. Alors, vous pouvez très bien faire des formations, gérer ses priorités, gérer son temps. Il existe des actions de formation là-dessus, avec des méthodes, mais chaque technique de priorisation va être propre à votre fonction, l'organisation de la structure et les axes prioritaires définis aussi par votre structure. Donc, il n'y a pas de méthode toute faite, en fait. Il faut arriver à créer sa propre méthode. On peut déjà y réfléchir par soi-même et aussi le partager. Je pense que c'est important
parfois de se faire aider aussi pour prioriser. Parce que des fois, il y a des choses qu'on va considérer, nous, comme prioritaires. Et puis en fait, si on les partage et on les confronte, on se rend compte que non, c'était peut-être pas le truc le plus important qu'on avait à gérer en ce moment. Donc c'est important aussi de le partager. Mais il n'y a pas une méthode clé en main. Que faire quand on est en très grande sous-activité? Là, tout dépend pour quelles raisons vous êtes en sous-activité, en fait. Parfois, il y a des structures qui sont même en activité partielle, mais ça dépend du secteur d'activité, du cahier de commande. Enfin, là, j'ai pas de réponse à vous donner là sur cette question. Il nous reste 5 minutes, je vais en profiter pour vous toucher un petit mot quand même, parce que je vous ai parlé du conseil en évolution professionnelle. On vous a donné un site internet pour prendre rendez-vous, mais je vous ai pas vraiment expliqué ce que c'était. Donc le conseil en évolution professionnelle, c'est un processus d'appui et d'accompagnement. Donc nous, ceux qui organisent les semaines de l'évolution professionnelle, on le propose aux salariés, aux indépendants, mais comme vous l'avez compris, il s'adresse aussi aux demandeurs d'emploi, aux jeunes de moins de 26 ans, aux salariés ou aux demandeurs d'emploi en situation de handicap. C'est gratuit, confidentiel, et vous avez affaire à un conseiller qui est professionnel de l'accompagnement des parcours. Donc ça, ce sont les opérateurs qui délivrent le conseil en évolution professionnelle. Comme on le disait, pour les salariés du public, il faut voir directement en interne. Le conseil en évolution professionnelle, vraiment, on peut vous accueillir déjà juste pour faire le point sur votre situation, où vous en êtes, les questions que vous vous posez. On peut vous informer sur vos droits. On peut vous aider aussi à identifier des moyens de développer vos compétences, identifier un projet de reconversion, vous aider aussi si vous avez envie de créer une entreprise, identifier les bonnes formations, certifications professionnelles qui peuvent vous intéresser, ou même réfléchir à une mobilité en interne à votre entreprise ou en externe. Si vous avez envie de quitter votre entreprise, soit pour changer complètement de métier, soit pour exercer ce métier dans une autre entreprise. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous de manière à être guidé. Parfois c'est intéressant d'avoir un regard extérieur, et puis c'est un dispositif qui est gratuit, ça serait dommage de vous en priver. Donc, comme je vous le disais, le premier rendez-vous, c'est vraiment pour échanger sur votre situation, avoir un premier niveau d'information. Tout à l'heure, on parlait de rupture conventionnelle, mais il peut y avoir d'autres moyens. Je vois que vous avez élu un nouveau président. J'ai pas suivi. Un accompagnement personnalisé. Donc, si à l'issue du premier rendez-vous, vous avez envie de poursuivre et qu'il y ait quelqu'un qui vous accompagne sur la durée, eh bien, le conseiller en évolution professionnelle, il peut vous aider à construire un projet et à formaliser votre projet et même à mobiliser des dispositifs. Parce que quand on est salarié indépendant, eh bien, on a le droit à des dispositifs, notamment pour se former. Et tout le monde n'est pas toujours au courant des dispositifs qui existent. Donc c'est bien vous informer aussi pour être plus acteur de votre parcours et de voir aussi ce sur quoi vous pouvez agir. Donc ça, c'est le site qu'on vous a mis dans le chat tout à l'heure pour que vous puissiez trouver un conseiller proche de chez vous et demander un rendez-vous. Voilà. Je vois qu'il est 18h58. Ah, une question. Les 10 astuces de tout à l'heure. C'est quoi les 10 astuces de tout à l'heure? Les 10 étapes pour se recentrer sur l'essentiel? C'est peut-être ces slides-là que j'ai passé très vite parce que j'avais pas le temps. Je sais pas de quoi vous parlez, Marine. Après, il est possible de demander le support de formation. Bon, je vois que le groupe LinkedIn circule. Ah, Marine, je vous laisse faire votre capture d'écran. Donc ça, c'est la première. J'espère que vous êtes prêtes, parce qu'il est 18h59, on va pas tarder à couper. Hop, la seconde.
Et la dernière. D'ailleurs, les chiffres sont pas bons, mais c'est pas très grave. Oui, si vous avez besoin de retrouver des choses. Bon, bah, j'espère que ce groupe LinkedIn vous sera utile. Et puis, n'hésitez pas à prendre rendez-vous hein, avec un conseiller. J'ai vu parmi vous des gens qui ont des questionnements. Je pense qu'il y a certains sujets sur lesquels on peut vous guider. Hein. Oui, je remets la page précédente. Hop. Bon, j'espère que ça vous a été utile, que vous avez peut-être pris des choses pour vous. En tout cas, il y a eu une bonne ambiance dans le chat, c'est une bonne chose. Il est 19h, je pense qu'on va pouvoir arrêter ici. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Oui, il y en a bien 10, c'est juste que la numérotation était pas bonne, il y avait 2 fois le chiffre 8. Le support, il faut le demander, vous avez reçu un mail de confirmation quand vous êtes inscrit au webinaire, c'est un no reply, mais vous pouvez quand même répondre et demander. C'est mon collègue qui s'occupera de vous l'envoyer. Bon, je pense qu'on va se quitter là. Bon, je vous remets. Aurélie, je vous remets là à l'écran. C'est la dernière fois, hein. J'espère que vous êtes prêtes. Hop. Et voilà. Et Céline. Alors là, comme ça, désolée, je suis pas capable de vous citer des ouvrages. Il aurait fallu que je réfléchisse avant pour vous faire une petite bibliographie. Oui, oui, il y aura les replays hein, sur la page où vous avez pu choisir vos webinaires, vous inscrire, où il y aura les replays disponibles. Voilà, on vous met dans le chat la page. Vous pourrez retrouver les replays. Ah non, ça sera sur YouTube, pardon. C'est bon, Aurélie? Ok. Bon, cette fois-ci, je pense qu'on va pouvoir se quitter.